Bonjour, bonsoir aux internautes et téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Comme vous savez, notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous économique sur la chaîne 52 à la radio, c'est le magazine économique. Et cette émission sera disponible, bien sûr, sur YouTube et le site internet de Radio et Télémétropole. Nous allons nous rendre du côté de la République dominicaine. Notre collègue Henri Hébrard, qui depuis quelque temps nous permet de regarder ce qui se passe là-bas, d'analyser et ce qui se passe au niveau de la capitale dominicaine. Comme vous savez, le 27 février dernier ramenait le 177e anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine. Il y a un lien entre ces deux pays, comme vous le savez, et normalement, le président dominicain doit se rendre au Congrès américain, au Parlement, pour rendre des comptes à la nation. C'est un geste très symbolique et très important. Et avec Henri Hébrard, du côté de la République dominicaine, on va faire la discussion. Henri Hébrard, encore une fois, un plaisir de vous retrouver et merci d'être toujours disponible pour faire cette analyse pour nous sur ces deux pays qui partagent l'île. Merci, merci mon cher Kessner de nouveau pour l'invitation. C'est pour moi toujours un plaisir de pouvoir partager avec nos voisins d'Haïti un petit peu notre perspective, parfois commune, parfois moins commune, sur les grands thèmes. Et comme vous l'avez dit, nous sommes les locataires du même étage, qui est cette île de la République dominicaine. Et évidemment, ça implique encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de situations à régler. Et je pense que la meilleure manière d'aborder les choses, c'est d'en parler. Donc, très content d'avoir une fois de plus cet échange avec vous. Le 27 février, c'est comme le 1er janvier pour nous en Haïti. C'est important pour la nation dominicaine. 77e anniversaire de l'indépendance et le président doit se rendre au Congrès pour rendre des comptes. Il n'avait que 6 mois et il a fait un discours fleuve. Il a parlé du bilan, mais bien sûr un discours qui rappelle un discours de campagne, de fin de campagne ou encore d'inauguration. Que peut-on tirer de ce discours? C'est tout à fait la perception qu'on a eue depuis ici. C'est sûr que normalement, c'est l'exercice qui est prévu au titre de la Constitution, c'est que chaque 27 de février, qui est donc l'anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine, le président se présente devant les deux chambres qui se réunissent en Assemblée nationale, donc le Congrès, la Chambre des députés, et le Sénat, avec ses sénateurs, pour écouter ce qui est un petit peu l'équivalent qu'on a aux États-Unis, le discours sur l'état de l'Union, la rendición de cuentas, comme on dit en espagnol. Bon, on va être très clair que cette fois-ci, et pour, on va dire, 3 raisons qui peuvent, sinon justifier, tout au moins expliquer pourquoi cet exercice, finalement, n'a pas techniquement, complètement dans ses formes, eu lieu, puisque beaucoup plus qu'un discours sur ce qui a été fait, je crois que le président de la République a profité du moment pour annoncer un petit peu comme un programme de politique générale. Comme je disais, 3 raisons à ça. D'abord, oui, le fait que à peine 7 mois d'exercice du pouvoir, depuis l'élection et la passation de pouvoir à la mi-août de l'année dernière, donc on va dire pas trop de temps de toute façon pour mettre en place certaines choses, et encore moins, c'est la deuxième raison, vu que la priorité des priorités, ça a été, depuis le démarrage du nouveau gouvernement le 16 août, la lutte contre le Covid-19 et tous ses impacts si négatifs, autant sur la partie économique que sociale. Et je crois que c'est pour cette troisième raison, donc, que comme il y a encore, comme certainement partout ailleurs, beaucoup de pessimisme, les gens sont inquiets. Les gens sont d'autant plus inquiets en République dominicaine qu'il reste encore beaucoup d'emplois qui ont été perdus pendant la crise à récupérer, à peu près 550 000 emplois formels qui ont été perdus. D'après les statistiques de la Sécurité sociale, il reste encore plus de 300 000 emplois qui n'ont pas été récupérés. Si à ça, on rajoute le fait que, comme j'imagine également en Haïti, l'inflation devient un vrai problème, non seulement à cause de l'augmentation du prix des carburants, et on a vu qu'aujourd'hui, malheureusement, à l'heure où on parle, les prix du pétrole viennent de flamber de nouveau et d'atteindre les $65 le baril suite à l'accord entre les pays
de l'OPEP+, les prix des aliments, les prix du panier de la ménagère flambent, surtout sur l'alimentaire. Et donc, face à tout ça, il était nécessaire que le président fasse un exercice de positiver le discours et essayer de remettre un petit peu de baume au cœur dans la société et auprès de chacun des dominicains. Et de ce côté-là, l'exercice a été plutôt réussi. Je pense que si c'était ça l'objectif, il semblerait que c'était bien ça l'objectif, ça a été réussi. Alors maintenant, entre ce discours très optimiste, très volontariste et ce que sera la réalité, attendons les prochaines semaines, les prochains mois, et ce sera notre travail d'analyste économique de faire le suivi de tout ça. Et si effectivement une bonne partie de tous ces projets qui ont été annoncés arrivent à se mettre en place conjointement avec le thème des vaccins, 2021 pourrait être une année très claire de rebond économique pour la République dominicaine. Tout à fait. Comme on l'a dit, c'est un long discours de plus d'une heure de temps. Donc, il a parlé, il y a eu un espace réservé aux affaires étrangères. Il a rappelé que les États-Unis, l'Union européenne restent des partenaires commerciaux importants pour la République dominicaine. Mais Haïti, un paragraphe très particulier pour Haïti. Il a souligné qu'on compte maintenir les relations mutuelles avec Haïti et le bénéfice mutuel, comme il a souligné. Et il a fait mention de cet accord signé entre les deux pays, auquel il donne une grande importance. En Haïti, on n'en parle pas trop. Et bon, certainement l'aspect migratoire, qui est important pour lui, l'aspect santé. Il a même donné une nouvelle, on n'était pas au courant, qu'on a l'intention de construire un hôpital. Et on a déjà trouvé le terrain du côté de Ouanamet. C'est sur tout le long de la frontière, il y a plusieurs hôpitaux. Je vois que les Dominicains ont donné une grosse importance à cet accord signé, qu'il a souligné sin precedentes. Donc, est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette partie haïtienne et l'aspect sécuritaire? Donc, donnez-nous une idée. Est-ce qu'il était en train d'offrir à la population dominicaine quelque chose, puisque c'était l'indépendance et ça vient d'Haïti? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, de cet espace? D'abord, essayons toujours de trouver du positif là où il y en a. Et effectivement, comme vous le soulignez, je pense qu'il est tout à fait positif de voir qu'un président de la République dominicaine peut, le jour de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance, annoncer des aspects positifs dans non seulement la relation actuelle, sinon dans l'évolution même des rapports entre nos deux pays. Donc effectivement, je crois que c'est très positif et ça va dans le même sens de l'accord qui a été signé récemment entre les deux pays et qui permettrait d'établir, on va dire, une feuille de route un petit peu plus positive. Bien évidemment, là, je crois que l'annonce de la construction d'hôpitaux sur le territoire haïtien, mais avec la participation technique de la République dominicaine et la coopération internationale, bien évidemment, des fonds des États-Unis, de l'Union européenne, je pense que c'est plus que le bienvenu et ça permet effectivement de positiver tout le discours. Et je crois que c'est important. Bon, il y a un aspect qui peut-être n'a pas été très souligné en Haïti, mais que je me dois d'analyser également, et qui montre bien, on va dire, il y a un cadre derrière le président de la République qui est un spectre politique, qui est presque un spectre politique d'union nationale, parce qu'on va retrouver des gens qui sont, on va dire, plutôt très à gauche sur l'échiquier politique, et d'autres personnes, si on raisonne en échiquier politique européen, qui seraient plutôt très à droite. J'ai retenu également dans le discours donc l'annonce que, même si ça n'a pas été ainsi décrit, mais qu'il y avait le projet de construire ce que certains voulaient appeler un mur entre la République dominicaine et Haïti, d'autres qui veulent l'appeler un petit peu plus poétiquement. Enfin, là, on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup d'annonces concernant les relations entre les deux pays. Certaines annonces, on va dire, très progressistes, qui sont très positives, et d'autres qui sembleraient être une façon de donner des gages un petit peu à tout le monde. Encore une fois,
l'habitude nous a montré l'expérience nous a montré que écoutons les discours, lisons les discours pour être bien sûr qu'on a entendu ce qu'il fallait comprendre, et puis après on verra, il faudra on jugera sur pièce vraiment qu'est-ce qui va se faire. Mais je pense que globalement, je crois que c'est effectivement positif qu'on puisse aborder et parler d'Haïti en République dominicaine, pas simplement quand il y a de situations graves ou des situations de forte tension entre les deux pays. Ça, je crois que c'est plutôt positif. Est-ce que vous pensez que la situation qui est sécuritaire, la situation politique, la crise que nous vivons en Haïti, et ça dérange un peu les Dominicains, et particulièrement le Parti nationaliste, donc il fallait mettre quelque chose dans le discours pour les calmer et peut-être pour ne pas voir réellement entre Abinader et M. Moïse des relations trop étroites, et qu'est-ce qui se passe en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce que vous considérez comme la droite dominicaine? Je suis un analyste économique, je ne suis pas un analyste en politique internationale, mais ce que vous dites a du sens. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir donner des gages un petit peu à tout le monde, qu'effectivement, que personne ne puisse essayer de confondre ou de créer de la confusion, parce qu'il y a un rapprochement qui est toujours utile, qui est nécessaire et positif entre les deux pays. Encore une fois, ces deux pays, indépendamment du degré de développement économique, social, politique, etc., ce sont deux pays qui partagent la même île. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait des relations. Et dans la mesure où ces relations seront bonnes, je pense qu'il sera possible d'améliorer la situation. Et encore une fois, moi, je fais partie de ceux qui pensent en République dominicaine que tout ce qui est bon pour Haïti finit par être également très bon pour la République dominicaine. Donc voilà, moi, je suis, encore une fois, comme je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est parlé, moi, là-dessus, je préfère avoir une approche tout à fait pragmatique des problèmes, parce qu'à ce moment-là, ça laisse le terrain à tout un tas de gens qui, parfois, n'ont d'intérêt ni pour Haïti, ni pour la République dominicaine, sinon leurs propres intérêts. Et ça, c'est beaucoup plus dommageable. Il annonce la construction de ce mur dans la deuxième partie de l'année 2021. Il a été sévèrement critiqué par le porte-parole du Parti de libération dominicaine, disant qu'on pourrait construire 100 000 murs. Je le répète, on sait bien les problèmes d'Haïti, on ne pourra pas bloquer totalement les Haïtiens à la recherche de mieux-être. Donc le PLD rejette la position d'Abinader? On a vu ces déclarations ne nous auront pas échappé. Bon, comme on dit ici en République dominicaine, c'est une chose quand on joue du violon, c'est autre chose quand on joue de la guitare. Donc, je ne sais pas si c'est une analyse qui est complètement objective de la situation, mais toujours est-il qu'effectivement, bon, c'est un sujet qui est très délicat. Voyons sur pied ce qui peut se passer. Moi, je pense que la meilleure manière de gérer tout ça, je crois beaucoup plus au projet du style, ce dont on a parlé, de s'assurer qu'il puisse y avoir la construction d'hôpitaux tout près de la frontière sur le territoire haïtien. Ça me paraît beaucoup plus efficace. Je crois que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins discutable. Je pense que c'est moralement, économiquement et socialement beaucoup plus juste. Voilà. Mais encore une fois, c'est toujours très, très, très compliqué ce thème des relations entre Haïti et la République dominicaine, parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'ici, en République dominicaine, le spectre des opinions est très, très large, et ça reflète un petit peu également le spectre des opinions très, très large qu'il y a non seulement sur le thème haïtien, mais sur le thème de politique économique au sein du même gouvernement de Louis Abinader, où les positions, les visions ne sont pas monolithiques. Et je crois comprendre également qu'il a parlé de vente d'énergie. Et comme je sais que tu es très intéressé à l'aspect économique, est-ce qu'il y a un accord, puisqu'en Haïti, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe dans ce dossier-là? Oui, alors, une des grandes annonces, on va dire que certainement un des projets, parmi les projets phares de la nouvelle administration,
il y a le développement touristique de Pedernales, donc c'est cette province qui est au sud de la République dominicaine, donc voisine d'Haïti, avec participation publique et privée, mais également, et je pense que sur ce thème de la possible commercialisation d'énergie entre la République dominicaine et Haïti, le développement d'un énorme pôle de développement gazier sur la province de Monte Cristi, donc sur le nord de l'île, et qui permettrait effectivement de développer de grosses capacités, et on parle de 800 mégas, donc ce serait quand même quelque chose d'assez considérable, donc de génération électrique avec du gaz naturel, et ce qui permettrait donc à la fois d'avoir un port méthanier qui permettrait d'importer et de réexporter du gaz naturel, et donc une génération électrique qui pourrait effectivement envisager que ces nouvelles capacités électriques sur le nord du territoire dominicain puissent servir de source d'énergie pour le nord-est d'Haïti. Donc ça me paraît assez intéressant qu'on commence à penser à des solutions énergétiques qui aillent au-delà de la simple République dominicaine. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant, et je pense que là-dessus, il pourrait y avoir beaucoup de fonds de coopération disponibles pour ce genre de projet. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole chaque dimanche 7h, sur la chaîne 52, le rendez-vous économique, et cette émission sera disponible sur YouTube. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité du jour, Henri Hébrard, ça devient maintenant une habitude de traverser la frontière et d'en discuter avec Henri, qui suit pour nous ce qui se passe en République dominicaine, particulièrement le dernier discours, le 27 février, 67e anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine. Et bien sûr, Haïti était en discussion. Il a parlé, Henri, de dénationalisation, je pourrais dire, non, je reprends, la dominicanisation de deux secteurs du marché de travail, la construction et l'agriculture. On sait bien, lorsqu'on parle de dominicanisation, est-ce que on va dénationaliser, est-ce qu'on va avoir moins d'Haïtiens dans ce secteur, parce que ces secteurs sont dominés quand même par les Haïtiens? Alors, ça, c'est un point qui est très délicat. Mais encore une fois, l'idée, c'est de voir quel est le décalage qui sera permis entre le discours et la réalité, puisque aujourd'hui, en principe, la loi elle est très claire. Il y a des pourcentages qui sont établis, qui sont 80-20 dans tous les secteurs, mais on est tous conscients que dans la réalité des choses, et le fait que deux secteurs comme l'agriculture, aussi bien l'agriculture que la construction, ce sont deux secteurs qui sont très informels. On va dire que ce sont des activités, non seulement l'activité même peut être informelle, mais définitivement les emplois qui sont, par exemple, dans le cas de l'agriculture, pratiquement 85% des emplois dans l'agriculture sont informels, c'est-à-dire ne sont pas enregistrés auprès de la sécurité sociale. Dans le cas de la construction, on ne doit pas être très très loin. Donc là, encore une fois, ça obéit à deux situations. Bon, il y a une situation, on va dire, peut-être idéologique et s'assurer qu'on donne des gages un petit peu à tout le monde, mais également de tranquilliser un petit peu la population par rapport à une situation qui est très réelle. On a une situation encore de chômage qui est importante à cause du Covid. On n'a pas récupéré, on est loin d'avoir récupéré tous les emplois perdus. Donc effectivement, je crois que là, il y a une partie également qui n'échappe pas à la politique, qui est de dire aux gens, mais écoutez, d'abord la priorité sera aux Dominicains pour récupérer les emplois. Et là, c'est très clair, les statistiques sont malheureusement pas très encourageantes. C'est-à-dire, au mois de décembre, on avait récupéré, d'après la Sécurité sociale,
on avait récupéré un petit peu plus de 80 000 emplois formels au mois de décembre. C'était très important, c'était une très bonne nouvelle. Et malheureusement, les chiffres du mois de janvier, non seulement on a reperdu ces emplois-là, mais on a perdu un petit peu plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas récupéré leur emploi. Certaines personnes qui avaient été dans cette situation un petit peu d'incertitude, c'est-à-dire techniquement leur emploi n'avait pas été supprimé, leur contrat de travail avait été suspendu, qui est une figure du droit du travail en République dominicaine qui permet de suspendre un contrat et pendant l'exécution, pendant la suspension de ce contrat, l'entreprise n'a pas besoin de payer de salaire aux employés et ces employés-là avaient donc été placés dans un programme qui s'appelait Face Uno, qui en fait était une espèce de subvention pour les gens dont le contrat avait été suspendu. Donc ils recevaient de l'argent directement de l'État, je crois jusqu'à 8 500 pesos par mois, c'est pas grand-chose non plus, hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et là, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à partir de janvier, une bonne partie des 4 programmes qui avaient été mis en place spécialement pour répondre aux pressions sociales à cause du Covid, ils n'étaient pas dans le budget 2021. Certains sont prolongés jusqu'au mois d'avril, d'autres sont éliminés. L'élimination de certains de ces programmes fait que donc les entreprises sincérisent leurs comptes, sincérisent leur payroll et font qu'effectivement, il y a des gens qui se retrouvent maintenant sur le carreau à partir du mois de janvier. Donc, cette situation de l'emploi, elle reste tendue. Dans la mesure où l'économie dominicaine semble être programmée pour un fort rebond à partir du 2e trimestre, à partir du moment où, comme l'annonçait le président Abinader, on devrait commencer à voir, en plus de la reprise actuelle de la construction dans le secteur privé, d'ailleurs certainement vous entendez un petit peu de bruit, de martèlement de mon côté, c'est une bonne illustration de ça. J'ai derrière chez moi, derrière mon bureau, il y a une construction, ça faisait 2 ans qu'elle était suspendue, elle a repris il y a 3 semaines. Elle a repris la construction, et ça c'est une bonne indication, puisque comme on le disait hein, avant de passer à l'antenne, quand le bâtiment va, tout va, on le dit partout, c'est très vrai également en République dominicaine. Donc comment ça peut impacter le thème de l'emploi des Haïtiens en République dominicaine, l'impact que ça pourrait avoir sur les transferts d'Haïtiens, les transferts d'argent des Haïtiens depuis la République dominicaine vers Haïti, ça ce sera un thème qui sera intéressant à suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Oui. Tout à fait. On sait bien que l'économie dominicaine, pendant les 20 dernières années, a été l'économie avec une forte croissance, et on peut critiquer le PLD, mais ça, on a soutenu ça au niveau de la région caribéenne, pour ne pas dire l'Amérique latine. Et lorsque ça va, eh bien, on travaille, on ne voit pas les autres, ce que vous avez considéré comme informel, mais avec le choc subi par l'économie mondiale, particulièrement le secteur touristique, les Dominicains l'ont ressenti, également le secteur industriel. Maintenant, lorsqu'on regarde la reprise au niveau de l'agriculture ou encore de la construction, qu'on verrait d'autres nationalités à travailler pendant que vous ne travaillez pas, ça devient beaucoup plus susceptible. Est-ce que vous sentez, comme économiste, que le marché du travail, vous l'avez bien dit, qu'il y a des difficultés, que l'État est obligé de payer? Est-ce que ça pourrait créer des frictions pour voir qu'il y a des Haïtiens, avec cette reprise de l'économie, la construction derrière chez vous maintenant, est-ce que ça pourrait créer des tensions sociales? Je ne les ai pas encore entendus. Je pense que ça va dépendre un petit peu, comme vous dites, non, de la rapidité dans laquelle l'économie dominicaine va rebondir. À partir de, vraisemblablement, le mois de janvier, on a clôturé l'année 2020, la Banque centrale vient de publier cette semaine son rapport préliminaire sur les comptes de l'année 2020. On a fini quand même avec une chute très grave de la croissance. On parle de moins 6,7%. C'est quand même une chute qui est conséquente, avec une chute du PIB du tourisme
de 47%. Enfin, là, on parle de choses absolument incroyables. Malgré ça, le mois de décembre, l'économie a fait moins 1%. C'est-à-dire que, hors secteur tourisme, pratiquement, le reste de l'économie a récupéré le niveau d'activité qui était le sien en 2019. Bon, le mois de janvier était mauvais. Le mois de janvier était mauvais. Je ne m'attends pas du tout à une croissance du PIB ou l'indicateur qui est utilisé, qui s'appelle l'IMAE, qui est l'indicateur mensuel d'activité économique. Alors, ça tombe bien, la traduction espagnole, la traduction en français de l'espagnol, c'est la même cible. IMAE, indicateur mensuel d'activité économique. On s'attend vraisemblablement à... Moi, je m'attendrais à un taux négatif autour de moins 3% pour le mois de janvier. Février a été bien meilleur. Alors, je ne sais pas si on retournera dans le positif, parce qu'il faut se rappeler une chose, Kessner, c'est que la République dominicaine, début 2020, avait une croissance très forte. Janvier-février, on était encore avec 5% de croissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'au mois de février, les paramètres de comparaison sont difficiles à tenir. Par contre, à partir du mois de mars, et que dire du mois d'avril, là, la République dominicaine va enregistrer des taux de croissance qui vont presque attirer la suspicion de la part des opposants, parce que, je vais vous donner un exemple, au mois d'avril de l'année dernière, le PIB a chuté de 30%. 30%. Le confinement était à l'époque. Quelque chose de phénoménal. Ça veut dire que donc, le niveau d'activité est tombé de 100 à 70. D'accord ? Au mois d'avril de cette année, le simple fait de revenir peut-être au niveau de 100, qui était donc le niveau de l'année 2019, pour passer de 70 à 100, ça fait 30 points supplémentaires, et 30 points de 70, ça fait plus de 40% de croissance. Donc il est fort possible qu'on enregistre des taux de croissance assez vertigineux au cours du deuxième trimestre, mais il ne faut pas s'emballer là-dessus. C'est que vraisemblablement, ce que l'on va observer en 2021, mais c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est que assez rapidement, certains secteurs l'ont déjà fait, mais tous les secteurs, à l'exception du secteur tourisme, vont à un moment donné de l'année 2021 retrouver le niveau que l'on avait avant le Covid. Et ça, c'est important. Tout à fait. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on pourra récupérer certains emplois, pas tous. Rappelons-nous quand même que la relation entre les emplois et l'activité économique, ça marche malheureusement très bien et très rapidement quand il y a une crise, puisque très rapidement, on élimine les emplois. Et malheureusement, c'est beaucoup plus lent quand l'économie reprend, parce que les entreprises veulent être sûres qu'effectivement la reprise est solide avant de récupérer, de restaurer les emplois qui avaient été perdus. Donc, ça va prendre probablement de 12 à 15 mois pour retrouver le niveau d'emploi qu'avait la République dominicaine au mois de février-mars 2020, donc juste avant le Covid, ce qui veut dire également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que entre mars de l'année dernière et mars de cette année, par la démographie dominicaine, et même si elle est moins, on va dire, rapide que la démographie en Haïti, bon, on rajoute encore chaque année pratiquement 70 000 à 80 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. Donc revenir aux chiffres de 2019, ça veut dire qu'il manquerait encore au moins 100 000 emplois qui sont donc les gens qui sont rentrés en 2020 sur le marché du travail, enfin, ou qui auraient dû rentrer sur le marché du travail, et les gens qui auraient dû rentrer en 2021. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, tant que ça, ce n'est pas fait, on va avoir beaucoup de tensions sociales cette année sur le thème des salaires. Les salaires vont être un vrai problème en République dominicaine parce que l'inflation qui a autant augmenté va créer beaucoup de pression et ça va faire partie donc des discussions du pacte social dont a parlé le président dans son discours. Je reviendrai à l'économie certainement, mais le facteur commun, c'est le virus, comme vous le savez. Et le président s'est donné un satisfait concernant la gestion de Covid.
et vous avez déjà obtenu vos doses de vaccin. Il a parlé non seulement de ce que vous avez acheté, que ce soit en Chine ou en Inde et d'autres pays également, et le projet COVAX qui permet d'obtenir près de 20% pour la partie la plus vulnérable. Donc vous estimez qu'il y a une bonne gestion de Covid avec 3000 morts et qu'ils ont enregistré en République dominicaine. Nous, ça nous intéresse également, et cette affaire de Covid en République dominicaine pour Haïti. Alors, donc c'est quoi la situation? C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire une évaluation sur le Covid parce que les choses peuvent changer, les stats ne sont pas nécessairement de bonnes statistiques. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On va prendre des faits sur la gestion de la santé, enfin la gestion du Covid sur le point de vue santé. Bon, d'abord, il y a eu un événement la semaine dernière important. Ça a été la destitution du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé dominicain a été destitué. C'est pas encore très clair quelles ont été les vraies raisons de cette destitution. Et il y avait des rumeurs de problèmes concernant des appels d'offres sur des seringues. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Il y a donc un nouveau ministre de la Santé qui était nommé. Premier élément. Mais celui qui est remercié, c'était un bon ami quand même d'Abinader, de Santiago, le chirurgien, le fameux chirurgien qui a été remercié? Plutarco Arias, effectivement. Donc quelqu'un qui jouissait, qui jouit toujours hein, d'un grand prestige. Enfin, c'est ça. Encore une fois, ne tombons pas dans les conjectures, simplement, c'est comme je vous dis, on va relater des faits. Je pense que c'est déjà s'en tenir là, c'est déjà avoir avancé pas mal. Donc effectivement, il y a eu la destitution hein, du ministre de la Santé. C'est le seul changement qu'il y a eu au gouvernement, alors que traditionnellement, vous savez, on utilise souvent la date du 27 février, c'est en République dominicaine, pour faire des changements de gouvernement. En tout cas, là, c'est le seul changement qu'on a eu pour l'instant. D'ailleurs, ça s'est produit 2 jours avant le discours. Deuxième élément, à partir d'hier, donc à partir du mercredi de cette semaine, flexibilisation supplémentaire concernant les horaires du couvre-feu. Donc le couvre-feu maintenant est à partir de 21h en semaine et je crois 19h les fins de semaine. Ça, c'est une bonne indication de que petit à petit, les chiffres s'améliorent et ça témoigne également d'une chose, c'est qu'il y a toujours eu que ce soit d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut être honnête, l'administration précédente et celle-là, d'essayer, à la différence de ce que l'on voit dans certains pays européens, comme, pour ne pas le dire, la France, où ici, je trouve que la gestion a été beaucoup plus intelligente, beaucoup plus prudente. On a essayé à la fois de bien gérer, de gérer du mieux possible la santé, parmi ce qui était possible de faire, et de ne pas asphyxier complètement l'économie, parce qu'on a vu l'impact qu'avait la fermeture. On a eu la fermeture complète à partir de les 10 derniers jours de mars jusqu'à fin mai. On a vu les résultats. Ce n'est pas quelque chose qui est tenable dans un pays comme la République dominicaine. Donc je pense qu'on commence à voir certains aspects positifs. Et puis bien sûr, le thème du vaccin, je crois que hier, si je ne m'abuse, il y a eu 65 000 vaccinations. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt réussi et on envisagerait effectivement qu'à partir de la deuxième moitié de l'année, si effectivement le programme de vaccination arrive là où il souhaite arriver, donc fin juin, je pense qu'on pourrait avoir une situation beaucoup plus gérable, sauf si effectivement, encore une fois, tous les paramètres de l'épidémie changent, que les mutants se mettent à muter, que tous ces... il y a encore beaucoup de surprises qui peuvent se passer avec le virus. Mais je pense que de manière générale, on respire beaucoup plus de positivisme, et par le discours, et par le programme de vaccination. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Où est-ce que je peux aller me faire vacciner? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Est-ce qu'il a fallu attendre, etc. Donc, là, on est vraiment en plein programme de vaccination. Je pense que c'est quelque chose de positif, même si ce n'est pas ça qui va faire revenir tout de suite les touristes. Parce que là, ça dépend beaucoup plus, je crois, de ce qui se passe dans ces pays-là. Je vous donne simplement un exemple, le cas du Canada, qui est au mois de janvier, au mois de février,
un marché plus important même que le même marché des États-Unis. Au mois de janvier, on a perdu 130 000 touristes simplement du Canada, parce que le Canada a décidé d'interdire tous les vols vers la Caraïbe jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc là, indépendamment de ce que l'on fasse ici, en République dominicaine, par rapport au coronavirus, si de l'autre côté, les pays ont décidé de ne pas envoyer les touristes, malheureusement, on n'aura pas les touristes. Mais, encore une fois, soyons optimistes, je pense que les choses vont dans une bonne direction. Et en tout cas, je suis moins inquiet sur le thème du Covid ici que sur le thème de la gestion du Covid dans certains pays européens, dont la France. Et n'allons pas trop loin, par rapport au Brésil, vous avez fait un travail extraordinaire si on suit les informations que le plan vaccinal qui est mis en place, on parle même d'arriver à 80% d'ici le mois de juin de la population, ce qui donnera un matelas vaccinal extrêmement intéressant. C'est vraiment très intéressant de la part de la République dominicaine. Et remarquable dans un pays aussi compliqué et difficile à gérer que le Brésil, de par la quantité de sa population et de l'espace. Arriver à déterminer où sont tout un, c'est remarquable. Si effectivement ils arrivent à ça, je pense que il y a pas mal de gens qui devraient peut-être réévaluer leur façon de penser sur Bolsonaro. C'est pour ça donc le coronavirus est une boîte à surprise, une pochette surprise. Hein. Tout à fait. Donc, Cuba et la République dominicaine, nos voisins, peuvent nous donner vraiment quelque chose à réfléchir sur la gestion de ces épidémies, de cette pandémie. Cuba qui a développé un vaccin et la République dominicaine qui a pu faire un travail extraordinaire. On va prendre la pause et on se retrouve d'ici quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, et sur Télémétropole le dimanche soir, la chaîne 52 à 7h. Cette émission est disponible sur Internet et ça devient un rendez-vous maintenant de traverser la frontière, d'aller retrouver notre cher ami, collègue, que nous retrouvons avec plaisir. Ça fait déjà longtemps, mais nous avons déjà notre troisième émission en quelques 6 mois. Pas vrai, Henri? Oui, tout à fait. Non, bien. J'avais pris goût dès la première et je t'avais dit il faut renouveler ça. Donc je me sens tout à fait satisfait que l'on institutionnalise là, notre rendez-vous avec une certaine fréquence. C'est bien, il faut continuer de se parler. On apprend l'un de l'autre. Disons, Henri, j'ai entendu le discours du président, un discours extrêmement important. Il a parlé de toutes les aides qu'on a apportées, donc ce qui fait que la partie sociale en République dominicaine, lorsqu'on a une économie assez solide, donc on a pu éviter quand même le pire en République dominicaine. Mais lorsqu'on entend le président annoncer son programme, tout ce qu'il y a en quelque sorte pour les prochaines années, les infrastructures, les hôpitaux, l'éducation, si on a une protection sociale aussi importante, la France, on sait bien que oui, il y a un coût pour le social par rapport à l'économique, si on compare la France par rapport à l'Allemagne. Comment Abinader et Fernandez a posé la question, va pouvoir mobiliser tous ces fonds, et vous savez autant que moi, avec moins de 20% de pression fiscale, comment pourra-t-il obtenir tous ces objectifs? Effectivement, c'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche, mais là aussi, il faut effectivement l'aborder. C'est très très clair. Il ne l'a pas abordé en détail parce que je pense que ce n'était pas le moment. Certainement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup plus de détails à donner là-dessus. Mais très clairement, le président a répété l'idée qu'au-delà d'un pacte fiscal, le pacte fiscal, il a parlé maintenant de l'établissement, et ça me paraît très intéressant, je m'inscris complètement dans cette lignée-là, c'est un pacte social. C'est donc redéfinir complètement le pacte social, et donc, puisqu'il en a parlé... C'est le fameux contrat social dont on parle, en général. C'est ça, effectivement, c'est redéfinir un contrat social après 30 ans de croissance mal distribuée et une crise dramatique comme celle du coronavirus. Je pense que c'est une occasion pour au moins penser à changer le logiciel ou l'actualiser. Bon. C'est ce qu'on appelle ici donc maintenant le pacte social. Donc ce serait ce pacte social, ce contrat social. Ce contrat social,
ces 3 piliers, d'après le discours du président. Il y a un pilier qui est donc une réforme fiscale intégrale, il y a un deuxième pilier qui est la récupération du pouvoir d'achat, et il y a un troisième pilier qui est la refonte de la sécurité sociale. Le général de Gaulle aurait dit « vaste programme ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais pourquoi il y a beaucoup? Parce que si on ne fait pas ça, vous avez raison, une grande partie des annonces dans ce discours resteront des annonces, ne pourront pas se réaliser. Donc, il y a un premier élément qui est donc la réforme fiscale intégrale. Déjà, au mois de septembre dernier, je crois que c'est la première fois, je crois qu'on s'était certainement, on avait fait le programme, donc le discours, on va dire, d'investiture du président Abinader, il avait fixé un cap qui était que dans les 6 prochains mois devait être discuté ce pacte fiscal, cet accord fiscal. Bon, on vient d'entamer le mois de mars, les discussions n'ont même pas commencé. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant urgence en la matière, puisque l'idée, l'objectif est que toutes ces réformes sur la fiscalité, donc ça veut dire réforme du côté des impôts, donc les revenus de l'État, réforme profonde sur la structure de l'État en ce qui concerne les priorités en tant que dépenses publiques, donc essayer d'avoir une meilleure qualité de la dépense publique, ça je pense qu'on ne peut être que d'accord avec ça. Troisième aspect, réviser la propriété d'actifs de l'État, la propriété des entreprises, etc. Est-ce qu'on va avoir une campagne de privatisation partielle ou totale de certains actifs? Ça m'a l'air d'être assez inévitable. Et quatrièmement, une gestion créative de la dette. On a eu un petit exemple au mois de décembre. La République dominicaine a réussi à procéder à une espèce d'échange de dette. Ça a permis de baisser le taux d'intérêt sur cet échange et de retarder à une plus longue échéance un gros remboursement qui était prévu au mois de mai de cette année pour 500 millions de dollars, qui était dans le budget d'ailleurs. Donc ça a permis de libérer 500 millions de dollars, qui n'étaient donc pas disponibles dans le budget, mais qui maintenant sont disponibles. Le deuxième aspect va être, et alors là, c'est d'autant plus urgent maintenant, c'est restaurer le pouvoir d'achat. La Banque centrale vient de publier au mois de décembre dernier la révision, l'actualisation du coût des paniers de la ménagère pour chacun des 5 quintiles de la population. Le quintile 1, qui sont les 20% des foyers les plus pauvres, jusqu'au quintile 5, les plus riches. Or, il s'avère que jusqu'à présent, on estimait à un petit peu plus de 14 000 pesos par mois le coût du panier, non pas le panier moyen, le panier des foyers les plus pauvres. Ça, c'était avant l'actualisation. Avec cette actualisation, on est passé de 14 000 à 21 000 pesos. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 50%. C'est pas qu'on l'a augmenté, en fait, on a actualisé et on vient de reconnaître de manière transparente qu'en fait, ça ne coûtait pas 14, ça coûte 21. Alors, le problème étant que, aujourd'hui, le salaire moyen, la moyenne des 3 salaires minimums de ce qu'on appelle le secteur privé non sectorisé, c'est-à-dire toutes les entreprises, on va dire, normales. Quand on fait cette moyenne-là, ce salaire minimum moyen fait 13 400 pesos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est une situation dans laquelle la moyenne des salaires minimums de la République dominicaine à peine permet d'acheter à peine 63% du panier des foyers les plus pauvres. Ça va créer une énorme pression sur les négociations salariales et je pense que ces négociations salariales risquent de faire partie d'ailleurs de la discussion conjointe avec le pacte fiscal. Et finalement, le troisième aspect qui sera une réactualisation, une révision qui devait être faite il y a plus de 10 ans en arrière, qui n'a pas eu lieu, sur la sécurité sociale, autant le chapitre santé que le chapitre
retraite que le chapitre qui n'avait jamais été mis en place, qui est l'assurance chômage. En absence d'assurance chômage, c'est ce qui a obligé le gouvernement dominicain de créer ces programmes de transferts sociaux vers donc, les foyers qui avaient été affectés directement par un Covid. Et donc là, maintenant, il est effectivement urgent de respecter ce qui était, d'accomplir ce qui était prévu au titre de la loi, qui est effectivement de mettre en place une assurance chômage. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de réformes. Tout à fait. Il reste très peu de temps et je ne suis pas sûr que l'on pourra passer des mois et des mois à essayer de se mettre d'accord. Il faudra se mettre d'accord sur les grandes lignes de principe. Et puis, je pense qu'en début de deuxième semestre, le président de la République devra trancher, prendre des décisions et de manière responsable, pouvoir inclure toutes ces grandes réformes dans ce que serait le projet de loi de finances pour 2022. Beaucoup de travail. C'est ce que vous avez dit là. Tout ce que vous avez mis sur la table là, Henri, est-ce qu'on pourrait dire que les 6 premiers mois, c'était peut-être la lune de miel? Les 6 premiers mois, à cause de Covid et ce qu'il a hérité, on dit, ah bon, il faut le laisser un peu de temps. Maintenant, est-ce qu'Abinader va entrer réellement dans l'arène politique avec des décisions difficiles? Parce que parler de réforme fiscale, qui veut dire ajuster certains niveaux d'impôts après une crise économique très dure pour le secteur privé dominicain. Vous avez le secteur social, on se rappelle, on a déjà fait la discussion, lorsqu'il avait mis le budget, il a essayé d'augmenter certains impôts sur la classe moyenne, la réaction qu'il y a eu. Est-ce que maintenant, on peut dire, hey, Abinader va faire face au taureau politique et tout ce qu'il y a, les partis politiques qui étaient un petit peu, le PLD, laissant un petit peu, parce qu'il n'avait pas une bonne position à cause du problème de la corruption. Est-ce que le moment difficile va commencer pour Abinader? Maintenant, ça y est, maintenant on va rentrer, effectivement, on va rentrer dans la nouvelle réalité. C'est ça. Et petit à petit, la réalité post-Covid qu'il faut préparer. Je pense que c'est cette année, pour moi, c'est cette année que se joue, je ne peux pas te parler de quinquennat, mais les 4 ans, ce mandat de 4 ans de Luis Abinader. Jusqu'à présent, tout s'est plutôt très bien passé. Je pense que tout le monde le reconnaît. Maintenant, il y a un grand défi. Je pense que ce sera très intéressant d'écouter le discours de 27 février 2022. Et pourquoi pas le mois d'août? Parce qu'il va y avoir la première année? Un premier bilan. Il y aura vraiment un premier bilan à faire. Et je pense qu'effectivement, le sort et l'évaluation positive ou négative des 4 ans de ce premier mandat de Luis Abinader va dépendre beaucoup de ce qu'il sera capable de mettre en place cette année. Donc, comme vous le dites, je pense qu'il faudra aussi beaucoup de talent politique, mais également, je pense que garder un capital politique important en tant que président, et je crois que d'une certaine façon, la tonalité de ce discours chercher un petit peu ça. Je crois qu'effectivement, certainement, il y a aujourd'hui un premium en faveur j'ai pas vu des enquêtes, mais j'imaginerais assez bien aujourd'hui que la cote de sympathie et de faveur du président, elle est certainement plus haute que celle de son gouvernement ou de son parti, etc. Et ça, c'est intéressant, parce que dans ces moments de crise, effectivement, on a besoin d'un leader qui puisse prendre des décisions et qui ait le capital politique suffisant pour parfois arriver à imposer certaines choses qui sont peut-être moins agréables que certaines annonces qui sont toujours plus faciles à annoncer après qu'à mettre en place. Donc, moi, j'ai beaucoup de curiosité et je garde tout mon optimisme jusqu'à présent et je suis très curieux et j'espère que Dieu nous prête vie jusqu'en février 2022. Je suis très curieux de voir ce que nous allons pouvoir commenter et lire du prochain discours qui, là, oui, devra être très clairement un discours de rendition de cuentas, comme on dit de ce côté de la frontière.
pour nous, analystes, on s'amuse bien à regarder vraiment ce terrain, ce travail réalisé par cette nouvelle équipe, cette jeunesse politique, je pourrais dire, et puis dominicaine. Et j'analyse de loin, vous êtes sur le terrain, est-ce que je suis en train de voir que le nord, le grand nord de Samana à Dahbong, en passant certainement par Santiago et Puerto Plata, est-ce que dans le discours, j'interprète tout ce qu'on dit là comme activité économique? Il paraît qu'on va développer le métro dans le nord, il paraît qu'il va y avoir 9 nouveaux hôtels, il paraît qu'il va y avoir des salles cinématographiques, vraiment une grande vision, ce qu'il appelle el gran sueño dominicano, le grand rêve dominicain. Ouais. Est-ce qu'il y a un déplacement qui se fait du sud, Gran Santo Domingo, La Romana et Punta Cana, vers le nord? Est-ce que... Éclairez ma lanterne un petit peu. On risque de le voir. Bon, je pense que ça répond à une vision qui correspond davantage peut-être à la vision de l'aile progressiste. Rappelons quand même que l'architecte du programme de gouvernement de Luis Abinader, c'est Miki Seara. Miki Seara, qui vient très clairement de l'aile progressiste, qui a travaillé avec le programme des Nations Unies. Et donc, un des points cardinaux de sa vision, c'est le rééquilibre du territoire. Quand on voit le degré de développement de la République dominicaine, on sera très surpris quand on analyse province par province. On a des provinces, effectivement, en grande partie des provinces malheureusement qui sont du côté de la frontière. Les provinces de la frontière ont des degrés de développement qui sont très inférieurs au reste des provinces de la République dominicaine. Quand on regarde le développement d'infrastructures, c'est pareil. On a beaucoup de choses qui ont toujours été concentrées davantage dans le sud, évidemment, la grande métropole de Saint-Domingue. Et c'est une façon qui est juste socialement, mais qui est également prudente économiquement, parce que ça permet de distribuer le risque, par exemple le risque climatique, auquel vous êtes malheureusement beaucoup plus sensible que nous, mais qui est une réalité aussi. En République dominicaine, il n'est pas prudent de tout avoir au même endroit. Il est important de mieux redistribuer. Donc je pense qu'effectivement, on va voir dans les 10 prochaines années de nouveaux modes de développement en République dominicaine qui ne correspondront pas nécessairement à Santiago, à la capitale Saint-Domingue et au pôle touristique de l'Est. Déjà, on voit qu'avec la crise du tourisme dans l'Est du pays, on a de nouvelles migrations internes où les gens ont quitté la zone touristique et sont revenus dans le village ou dans la province d'où ils venaient. Donc je pense qu'effectivement, si on arrive à développer cet énorme pôle de développement de Manzanillo Monte Cristi, duquel je pense qu'il y aura des implications positives de coopération entre les deux pays. De l'autre côté, comme vous l'avez mentionné, tout le développement de la côte depuis Puerto Plata jusqu'à Samana, qui était au départ, qui était la côte où s'est développé le tourisme en République dominicaine, là, il y a eu des annonces très très claires. Si en plus de ça, on rajoute le thème de Pedernales, qui, je pense, risque d'être le nouveau joyau de la couronne touristique de la République dominicaine, effectivement, je crois qu'on devrait être amené à voir un développement beaucoup plus diversifié, beaucoup plus équilibré au niveau territorial. Et d'ailleurs, ça ne nous échappe pas qu'un des projets de loi qui vient d'être réactivé en République dominicaine, c'est une loi de développement territorial, d'organisation du territoire, avec d'ailleurs une redéfinition à simplement 5 grandes régions de développement. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens. C'est déjà bien de bien se planifier, ça c'est un bon départ. Après, évidemment, il faudra voir les résultats, un bon plan bien exécuté, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles pour les prochaines années. Donc, moi, je garde toute ma foi et je crois qu'on ne peut être que positif sur le développement des prochaines années, dans la mesure où il semblerait que 2021, on devrait commencer à laisser derrière nous le thème
le thème du Covid. Voilà. Merci pour toutes ces informations qui devraient nous intéresser en Haïti, car on se rapproche beaucoup plus de la frontière haïtiano-dominicaine. Ça peut donner lieu à beaucoup d'emplois et les Haïtiens devraient réfléchir stratégiquement. Très court, Henri, pour terminer, qu'est-ce qui se passe sur le marché pétrolier? Il paraît que vous avez des pressions, les prix des combustibles, ils tournent à de fortes pressions. On est vraiment connectés, même télépathiquement. Zut, ça, on est en train de terminer et on n'a pas parlé du pétrole. Non, très grave, très très grave. Ça, c'est très mauvais. Je crois que c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour Haïti. Hein. On sait les difficultés avec le thème des carburants, etc. Et imaginez-vous que même maintenant, ici en République dominicaine, les autorités, ces 3 dernières semaines, ont eu beaucoup de mal à pouvoir faire passer l'actualisation des prix. On a donc la loi qui prévoit que tous les vendredis soirs, on doit publier une nouvelle liste de prix tenant compte des prix réels du marché. Et aujourd'hui, on est très très clair, avec l'augmentation des prix que l'on a depuis le mois de novembre, une augmentation très 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 rapide. Au moment où on est en train de parler, Kessner, je viens de voir que les pays de l'OPEP ont abouti à un accord, ce qui fait que les prix du pétrole ont bondi de 60 à 65 dollars à New York. Ça et l'augmentation des prix des aliments à cause des tendances internationales, je crois que ce sont les 2 principaux problèmes pour l'économie, autant d'ailleurs l'économie d'Haïti que celle de la République dominicaine. Là, je crois que les 2 économies sont très affectées par ces 2 signaux. Et dans le cas du pétrole, on voit que des organismes comme Goldman Sachs ou Bank of America font des projections de prix du pétrole qui pourraient arriver à 75 dollars au 3e trimestre de l'année. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Même si certains analystes veulent toujours trouver du bon à dire ou du bon à voir, que la croissance des prix du pétrole, c'est la confirmation que l'économie globale est en train de se récupérer. Certes, c'est certainement le cas, mais modérons notre propos. Les économies comme celle de la République dominicaine et bien évidemment celle d'Haïti sont affectées très, très négativement par la flambée des prix du pétrole. Ça, je crois que c'est très compliqué et ça peut de nouveau agiter malheureusement la partie sociale. Et je sais que ça, c'est un thème qui est très délicat en Haïti. Merci bien Henri Ebouard qui vient d'apporter une analyse non seulement structurelle mais conjoncturelle, cette dernière partie qui devrait nous faire réfléchir car vous savez, lorsque les prix augmentent sur les marchés internationaux, l'implication sur l'économie en Haïti. Vous venez de suivre cette émission depuis la République dominicaine, Santo Domingo, notre collègue Henri Ebouard. Ciao. Merci Kessner, à très bientôt. Bien sûr, bientôt. Au revoir. Au prochain rendez-vous. Bye. Merci, au revoir. Ciao, à la semaine prochaine.